Hey, bonjour! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. Et nous sommes déjà rendus dans cette troisième semaine d'activité post-19 mai, je pourrais dire. Et voilà, fait qu'on est déjà rendu à la fin des notes de cours cette semaine. Pour ceux qui ont suivi l'ensemble des cours que j'ai donnés en économie, médias et société, je vous remercie quand même beaucoup. Je suis quand même bien impressionné quand je regarde l'ensemble de mes chiffres, tout en étant très faut quand même vivre dans la réalité, hein? Fait que quand je regarde ça, je me dis j'ai 151 élèves, bon, j'en ai 96 qui ont regardé mon cours numéro 1, qui m'ont trouvé peut-être exceptionnel. Après ça descend à 66 pour mon cours numéro 2. 47 pour mon cours numéro 3, 29 pour mon cours numéro 4. Fait qu'il y a comme une baisse, on dirait, de visionnement plus les semaines avancent. Puis après ça, 60 visionnements pour l'explication de mon fameux du travail. Fait que ça se passe bien. Moi je fais de mon mieux. Je fais ce que j'ai à faire. Ce que je trouve intéressant de donner ces cours-là sur YouTube, c'est que d'une certaine façon, on a la capacité, vous avez la capacité en fait de le regarder quand vous voulez, donc il y a pas un temps précis, fait que je me dis que l'année n'est pas terminée, mais au moins les cours sont là, je vous donne toutes les explications et je vous rappelle, c'est quand même très important que vous allez avoir un examen en lien avec ce chapitre-là. Ce sera un examen Moodle, comme vous êtes habitué, comme on a déjà fait cette année. Et puis, je ne sais pas encore exactement comment je vais le faire, mais évidemment, je sais que vous allez avoir accès à vos notes de cours, là. Mais bon, bref, on fait quand même l'expérience, on teste des choses, puis on va voir comment les choses vont aller. Aujourd'hui, je vais vous faire de l'actualité aussi encore. Donc, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous allez avoir un petit timestamp si vous voulez passer mon actualité. Je pense pas que ça va être des cours très, très longs, mais que je dis ça, puis souvent, je parle beaucoup. On va finir avec le pouvoir culturel. Donc, c'est ça cette semaine, c'est le pouvoir culturel. Juste avant, par exemple, je veux quand même vous revenir sur les notes de cours parce que vous savez, vous avez ces fameuses notes de cours à remplir que vous êtes supposé de faire au fur et à mesure. Et là, il y a quelques petites subtilités là, que j'avais oubliées et qu'on m'a on m'a pointé pendant que je faisais mon épicerie cette semaine. C'est juste pour vous dire comment Teams me rejoint totalement. Alors, vous voyez ici que vous avez la partie 2.4 des organisations intergouvernementales dans le cahier immédiat et la question également, pas la question, mais la partie 2.5 aussi qu'il fallait aller dans le cahier immédiat. Vous allez le passer, on va le laisser tomber parce que c'était une partie que vous étiez supposé de faire en classe et que vous étiez supposé de faire avec le manuel immédiat. Et le manuel immédiat n'est malheureusement pas disponible sur le site de la maison d'édition. Ils ont mis disponible leur cahier d'exercice, mais pas le manuel, qui est pas du tout la même chose. Et puis, il n'y a pas exactement les mêmes affaires. Fait que je pourrais vous donner les notes en tant que tel, mais je dois vous avouer qu'à chaque année, je le fais avec le manuel, puis là, je ne l'ai pas avec moi, fait que on va laisser ça de côté, c'est pas si grave que ça. Puis vous avez la partie 3 que vous avez donc rempli assidûment dans les deux dernières semaines, la semaine dernière, dans les deux derniers épisodes. Et là, vous avez, voyez, la partie numéro 4 s'appelle le pouvoir culturel. Voici le moment de composer vos propres notes de cours. Bon. Alors, cette partie-là, originalement, c'était supposé d'être une partie, c'est la partie à chaque année, depuis à peu près environ 5 ans, que M. Ménard et moi, on ne donne pas des notes de cours, et aussi c'est la partie auquel on vous montre comment prendre des notes de cours style cégep. Cette année, je l'ai déjà fait dans mon cours sur le marketing, mais on le faisait là également. Donc, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de notes trouées à remplir, vous allez devoir remplir par vous-même vos notes de cours. Évidemment, si on était en classe, je vous dirais que le diaporama que je vais vous présenter n'est pas disponible sur Moodle, mais là, il va être disponible. Fait que, évidemment, écoutez-moi, je donne des explications.
je vous demande pas de tout prendre en note. Prenez, vous allez voir que dans le diaporama que je vais vous présenter, il y a des sections qui sont un petit peu plus foncées. Il y a des éléments que vous savez déjà. Prenez l'essentiel des informations pour vous aider pour l'examen. Bref, faites ce que vous voulez à ce niveau-là, mais sachez que le pouvoir culturel fait partie de l'examen, mais vous avez directement accès à la fameuse, donc au diaporama, qui n'est pas vraiment un diaporama là, que je vais vous présenter, mais bref, vous allez quand même avoir accès. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours peser sur pause pour prendre les notes, mais il n'y a pas de notes trouées pour cette section-là, juste pour être certain que les gens ne se disent pas « Hey, mais sont où les notes? » Il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit « Voici le moment de composer vos propres notes de cours. » Vous faites ça à votre façon, vous faites ça à votre manière. Sachez que ça fait partie de l'examen. OK, est-ce qu'on y va avec un petit peu d'actualité? Oh boy! Là, ça commence à être le fun dans l'actualité parce qu'on commence à ne plus avoir de nouvelles constantes sur la pandémie. Donc, on dirait que les médias commence à le laisser de côté parce qu'on est déconfiné de plus en plus. Je vous dirais que je pense que presque 85% maintenant du Québec est déconfiné. La seule affaire qui reste maintenant, c'est le monde culturel et le sport d'équipe, incluant évidemment les sports professionnels qui sont pas encore totalement déconfinés. Mais ça s'en vient quand même, je pense, très rapidement. Fait que là, on dirait qu'il y a moins d'engouement. Les gens, même s'il y a encore beaucoup d'annonces de décès, hein, je sais pas si vous avez regardé, mais c'est toujours entre 50 et 80 décès par jour. Il y a encore des gens qui sont infectés. D'ailleurs, j'ai appris ce matin en lisant mon devoir qu'il y avait 45 personnes qui avaient été infectées dans les différentes écoles primaires du Québec. C'était quelque chose qui était à prévoir, mais c'est quelque chose que le gouvernement tente de ne pas trop parler. Et il y a toujours cette fameuse crainte de la deuxième vague. Dans le devoir ce matin, on indique encore qu'il y a des très bonnes chances que cette deuxième vague frappe cet été. Est-ce que ça serait mieux cet été que cet automne? On verra, parce que c'est sûr que cet automne, vous rentrez au cégep. Moi, j'aimerais bien rentrer à l'école, physiquement à l'école. J'aille pas enseigner en ligne, je dois vous avouer que ça fait une structure bien différente de vie. Parce que je me suis comme fait une routine. Je travaille quand même beaucoup. J'essaie de répondre à tous vos questionnements aussitôt que j'en ai, mais c'est sûr que ce que j'enseigne fait en sorte que j'en ai probablement moins que dans d'autres matières, mais aussitôt que j'en ai, j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. J'enregistre mes affaires, j'essaie d'être disponible le plus possible sur Teams pour pouvoir vous répondre. Donc, mais c'est surtout que je donne mon cours une seule fois plutôt que de le donner 5 fois. D'ailleurs, 6 fois l'année prochaine. Alors, j'ai regardé, l'année prochaine, il va y avoir 6 groupes d'économie, médias et société. Donc, ça va être une tâche pleine pour moi. Ça veut dire que je vais enseigner que ça l'année prochaine. Je suis vraiment content. Je ne sais pas si c'est vous qui faites une bonne presse du cours, mais en tout cas, merci beaucoup si vous l'avez fait. Mais en tout cas, bref, c'est quand même un moment exceptionnel qu'on vit. Mais ce que je veux vous parler, ça n'a rien à voir avec donc la COVID. On va parler de Donald Trump. Hein, ça fait quand même un certain temps qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que ça vaut la peine que je vous donne quelques instants, quelques petites informations. Donc, Donald Trump, cette semaine, il est rentré en guerre avec Twitter. Parce que, on voit ici dans le Journal de Montréal, Twitter tente une timide mise au pas de Donald Trump. Vous savez que Donald Trump, qui a plus de, je pense qu'il disait presque, dans tous ses médias sociaux, 8 millions de personnes qui vont le suivre, est un très grand utilisateur de la plateforme Twitter, Facebook également. Donc, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup les médias sociaux et il va faire, écoutez, au moins une dizaine, c'est pas quinzaine, même 20 tweets par jour sur différents sujets. Et ça fait à peu près 1 an que les médias sociaux tentent de travailler contre les fausses nouvelles et les fausses déclarations, surtout pour, je vous dirais, les propos qui sont écoutés par beaucoup de personnes. Et on travaille très fort. Vous savez, même moi, je vous ai parlé des fausses nouvelles et Facebook travaille fort pour essayer de justement empêcher cette propagation de fausses nouvelles-là sur les médias sociaux. En fait, le gouvernement américain les a même donné des petites tapes ses mains parce qu'ils n'étaient pas contents de la manière que Facebook gérait les fausses nouvelles. Et là, cette semaine, M. Trump a dit quelque chose
qui n'a pas fait l'affaire nécessairement de Twitter, puis c'était écrit dessus tout simplement. On dit que Twitter a signalé pour la première fois mardi des messages de Donald Trump comme trompeurs, mais était dans le même temps violemment attaqué pour avoir laissé le président américain accusé sans nombre de preuves un ancien élu d'avoir assassiné une assistante parlementaire. Bref, peu importe ce qu'il a dit quelque chose qui, selon plusieurs, était pas fondé, et Twitter a décidé de mettre ses culottes, et ils ont décidé de littéralement, de sermonner un petit peu Donald Trump qui attaque sans arrêt sur Twitter des gens, mais sans nécessairement avoir des informations. Donc, c'était quand même, je dirais, très courageux de la part de Twitter de faire quelque chose comme ça. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé? Évidemment, Donald Trump, c'est une personne exceptionnelle parce que il a décidé de prendre cet événement-là et de le tourner littéralement à son avantage en disant que Twitter ne fait que censurer ce qu'il dit et il ne censure pas la gauche américaine. Et encore une fois, il a tourné ça à son avantage tellement qu'il a même mis en place un décret pour essayer d'enlever un petit peu les balises de protection qu'ont les différents, donc Facebook, Twitter, les grands médias sociaux américains, les empêchant de se faire poursuivre pour des éléments qui se retrouvent dans sur leurs médias sociaux. Donc, il a passé un décret. Donc, regardez, c'est vraiment comme un enfant. OK? C'est mon opinion. OK? Je vais vous le dire tout de suite, mais je trouve qu'il agit comme un enfant. Donc, il se fait taper ses doigts par une compagnie qui s'est fait taper ses doigts par le gouvernement. Et là, pour les punir, il va mettre un décret pour justement essayer de punir les médias sociaux qui, là, commencent à trouver qu'il les censure. C'est drôle parce que c'est littéralement de la propagande. Je fais juste vous présenter très rapidement. Je vous invite fortement à aller faire un petit tour sur le site Twitter, sur le compte Twitter de Donald Trump. C'est de la véritable propagande. Et là, vous remarquerez que ce matin, quand j'ai regardé justement ça pour faire l'actualité, regardez ici, on voit là, juste là, donc Donald Trump, ce tweet enfreint les règles de Twitter relatives à la glorification de la violence. Toutefois, Twitter a déterminé que sa disponibilité peut présenter un intérêt pour le public. Donc, ils ont enlevé le tweet, ils informent les gens, mais vous pouvez quand même cliquer sur voir pour voir justement la fameuse affaire. C'est par rapport à ce qui se passe présentement à Minneapolis qu'on va parler dans quelques instants. Mais c'est incroyable parce que quand vous regardez tout ça, là, c'est une véritable propagande de la droite américaine. Pas nécessairement lui en vouloir, mais n'oubliez pas que c'est le président américain. Et si vous regardez les seules vidéos qu'il présente, c'est tout le temps Fox News, c'est tout le temps Fox News. Là, quand ça vient, par exemple, quand c'est pas officiel, là, vous allez voir la quantité de tweets. Bon, vous voyez, il y en a un qui est CNN ici, mais souvent, ça va probablement être pour fake news. Vous voyez, fake news crime, ils disent que c'est de la fake news. Puis à chaque fois, ça va toujours être quelque chose de Fox News, qui est probablement le réseau de télévision américain qui est le plus à droite. C'est incroyable ce compte Twitter-là, et j'ai jamais vu ça de ma vie. Puis là, avec ce qui s'est passé cette semaine, ça me fait peur. Vous savez que la première chose qu'une personne fait pour pouvoir devenir dictateur, c'est qu'il essaie de contrôler les médias, et il essaie beaucoup de contrôler justement ces médias-là. Il a le droit de dire ce qu'il veut, mais selon les règles que le gouvernement américain a demandé à Twitter, Facebook de mettre en place, c'est pas correct ce qu'il a fait, mais il les chicane parce que il veut se battre contre les fake news. Lui, Twitter, il dit c'est la fake news que tu fais, puis là, il choque. Puis là, après ça, il leur intente un décret. C'est totalement ridicule. Autre élément qui est très ridicule aux États-Unis présentement, c'est ce qui s'est passé donc à Minneapolis. Ce policier-là que vous voyez, donc c'est un Afro-Américain, il s'appelle George Floyd, qui a été arrêté pour une raison ou quelconque, et qui a été arrêté avec une force exceptionnelle. Et vous savez, des fois, je sais que le travail de la police est un travail qui est très, très difficile, mais là, cette fois-ci, c'est quand même assez exceptionnel parce que
Et là, vous voyez, là, il a le genou directement sur la gorge. Il l'a eu sur la gorge pendant 10 minutes. Il mettait beaucoup de pression. M. Floyd qui arrêtait pas de dire aux policiers, lâche-moi, je suis en train d'étouffer. Et il est mort, il est décédé. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, ce sont des émeutes. Et ce sont des émeutes, pourquoi? Parce que les policiers, les 3 policiers qui sont en cause ont été congédiés, mais pas accusés par la police. Alors évidemment, ça a causé de la frustration. Et je vous dirais que moi-même, en tant qu'être humain, j'étais frustré de voir ça. Je veux dire, et dans tout ça, là, c'est que le chef de la police a regardé les vidéos, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris ça en vidéo. Au début, les policiers disaient qu'il y avait que M. Floyd avait résisté à son arrestation, mais les vidéos nous montrent le contraire. Donc, totalement, ils sont littéralement coupables de faire ça. Je dis pas que c'est correct là, de se lancer dans des émeutes, là, mais on s'entend que ça aide pas la situation quand tu vois quelqu'un commettre un crime, même si c'est un policier, et de ne pas l'arrêter. Alors voilà, fait que là on apprend, juste avant que j'enregistre ceci, on apprend que finalement le policier est accusé de meurtre et d'homicide involontaire. Il va finalement donc avoir un procès concernant cette situation-là, mais ça l'a encore pris beaucoup de grogne et beaucoup de violence entourant toute cette situation-là. Les États-Unis qui sont vraiment un pays qui, qui vivent beaucoup de problématiques. Je dis pas que tout ça c'est la cause, c'est pas Donald Trump qui est nécessairement la cause, mais on s'entend que ce soit ce qui se passe là, que ce soit Donald Trump, puis il y en a beaucoup qui disent que Donald Trump, son histoire de Twitter, c'était pour détourner l'attention de ce qui se passe présentement aux États-Unis, parce que aux États-Unis, il y a encore beaucoup de personnes qui décèdent, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent un peu partout, et Donald Trump a voulu donc changer la donne, à place de parler de toutes les morts, de tous les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'emploi, détourner l'attention sur Twitter, ça a fait en sorte qu'on a pu oublier ces problématiques-là. C'est exceptionnel, c'est un pays magnifique, et les gens aux États-Unis, ce sont des êtres incroyables, mais parfois, je vous dirais que c'est un pays qui subit un brassage incroyable entre la droite, la gauche. C'est pas fini, et surtout l'année prochaine, on va avoir des élections. Fait que je vous invite à suivre ça avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup de concentration. Est-ce que M. Trump va réussir à devenir à garder son titre de président? On verra. Bon, OK, on va commencer maintenant avec le cours. Donc, vous voyez, ça, c'est le plan de travail de la semaine. Donc, du 1er au 7 juin, hey, on est déjà rendu au mois de juin. Quelle année maniaque. Ça n'a pas de bon sens, j'ai de la misère à me rendre compte de ça. Alors, dans votre plan de travail, on vous demande encore de regarder les 2 cours en ligne que je suis en train de vous présenter. Les travaux de la semaine, ben c'est encore le manuel. Là, cette fois-ci, c'est quelque chose d'un petit peu spécial. Là, cette fois-ci, c'est vous allez avoir un genre de questionnaire qui est fait sous forme d'examen. Là, mais c'est pas un examen, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Donc, vous avez les pages 250, 251. Donc, je vous demande d'aller lire les pages 250, 251, mais le travail en lien avec le manuel, c'est d'aller aux pages 280, 281. Donc du manuel monte en question, et vous allez avoir des questions à répondre, mais ces questions-là, et c'est très important, vous allez les retrouver ici, là. Donc là, moi, c'est encore grisé parce que c'est pas disponible encore, là. Mais vous voyez, questionnaire suite à la lecture des pages 280 et 281. Vous allez aller là, et puis quand vous allez cliquer, là, vous allez avoir des questions comme ça. Donc, suite à la lecture de la page 281, veuillez m'expliquer dans vos propres mots la signification de ces concepts importants pour comprendre les opinions de cette page. Donc, qu'est-ce qu'un politicologue? Qu'est-ce qu'un altermondialiste? Qu'est-ce qu'un activiste? Qu'est-ce que l'organisation War on Want? Alors, vous allez ici écrire A, votre réponse, B, votre réponse, c'est votre réponse. Vous allez faire la même chose pour la question numéro 2. Et finalement, à la fin de tout ça, parce que vous allez voir, c'est comme des textes d'opinion qu'on va vous donner, là, des opinions contraires. Donc, je vais vous donner finalement en vous basant sur les documents et la situation actuelle que nous avons vécue. Quelle est votre opinion? Quelle est votre opinion sur la question suivante? Je vais mettre un LE, je vais changer ça ici. Alors, quelle est votre opinion sur la question suivante? Donc, selon vous, les gouvernements doivent-ils favoriser le libre-échange? Donc, tout ça, là, ça va être, tous les documents vont être dans ces fameuses pages-là. Alors, je vais vous inviter à aller faire un petit tour là-dessus.
Bon, ben après ça, je vais vous demander de faire le travail Moodle que j'avais demandé de faire, que j'avais mis en ligne avant le 19 mai, que je rends maintenant obligatoire avec ce plan de travail-là. Donc, ceux qui l'ont déjà fait, ben, vous l'avez déjà fait, donc tant mieux. Alors, c'est tout simplement, vous allez voir une petite publicité. On va revenir sur la notion là, qu'on a vue ensemble en marketing sur les stratégies publicitaires. Je vais vous demander de me dire quelles sont les stratégies publicitaires en lien avec cette publicité-là qui était beaucoup présenté pendant la pandémie. N'oubliez pas votre projet bourse. Donc, le projet bourse, la remise, c'est le 8 juin. Fait que c'est comme la dernière semaine pour le faire. Vous avez les explications sur Moodle. Puis, n'oubliez pas que dans la semaine du 15 au 23 juin, vous allez avoir donc un examen. Donc, il n'y a pas de date, il n'y a pas de moment précis pour le faire. C'est dans la semaine du 15 au 23 juin. Vous allez avoir un moment pour faire cet examen-là. Le seul petit hic, je vous dirais, c'est que vous allez avoir du temps. Okay, je vais mettre un temps limite pour faire l'examen. Parce que si vous avez vos notes de cours, ben, je vais vous demander de vous préparer d'avance, puis après ça, ben c'est ça, vous allez peut-être avoir accès à vos notes, mais vous allez quand même être calculé dans le temps. Fait que plus vous allez préparer, mieux ça va être. Faites-vous-en pas, je vais être réaliste dans le temps que je vais vous donner, mais sachez qu'il va y avoir un temps limite pour faire le fameux examen du début quand vous cliquez vers la fin. Bon, alors là, on va y aller, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez que vous avez une petite section qui s'appelle PowerPoint, chapitre pouvoir. Vous allez voir, c'est très drabe, il n'y a pas beaucoup d'images. Pourquoi? Parce que justement, dans l'idée du cours en tant que tel, on voulait pas justement que vous présenter que au cégep, ça ne sera pas nécessairement des PowerPoint flashy avec des images, des vidéos. Les choses pourraient peut-être changer, mais bref, c'était un petit peu pour vous présenter la nouvelle réalité qui s'en vient au cégep. Alors, on va finir, mesdames et messieurs, notre survol des différents pouvoirs. Puis je vais vous parler du troisième pouvoir que j'appelle le pouvoir culturel. Ce qui est drôle, c'est que le pouvoir culturel est un pouvoir que souvent on ne considère pas beaucoup comme étant un pouvoir important, mais il a une très grande importance, ce pouvoir culturel-là, parce que, en tout cas, à votre âge, à mon âge, peut-être un peu moins, mais à votre âge, puis même, c'est pas vrai, à mon âge aussi, on est très, très capté par la culture. Vous savez que la culture, c'est différentes choses. Ça peut être des livres, ça peut être de la musique, ça peut être des films, ça peut être des peintures, ça peut être plein de choses. Et cette culture-là a tendance à nous donner des messages. Et dépendamment de quel est votre niveau d'implication dans la fameuse culture en question, ben, vous allez avoir tendance à écouter le message. Et ce message-là peut être de différents types. Je sais pas, votre groupe de musique favori peut être un groupe de musique engagé. Les Cowboys Fringants, ici au Québec, c'est un groupe de musique très engagé qui ont fait de la musique engagée. Et quand tu prends le temps d'écouter les paroles, il y a des messages qui sont lancés. C'est la même chose pour différents films. 1917 que je suis allé voir cette année. C'est un film sur la Première Guerre mondiale. Puis c'est un film qui était très puissant, qui nous racontait une histoire, mais ce qui était plus puissant, c'était comment les gens vivaient cette guerre, quelles étaient les horreurs de cette guerre-là. Donc la culture est quand même assez importante et je vous dirais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits justement par la culture, par les gouvernements pour faire la promotion de cette culture-là. Puis d'une certaine façon, pensez-y, quand il y a eu la pandémie, quand le gouvernement a voulu faire des publicités pour essayer de montrer aux gens la marche à suivre pendant la pandémie, mais ils se sont tournés vers qui? Ils se sont tournés vers des personnalités culturelles importantes du Québec parce que ces gens-là ont une certaine notoriété qui va nous intéresser à différents degrés, mais qui va quand même, ils vont avoir un pouvoir sur nous. Et il faut vraiment pas laisser ça de côté. Fait que là, la première chose que je vous parlais au niveau du pouvoir culturel, c'est cette fameuse uniformisation de la culture. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte que notre culture, à cause de la mondialisation de l'économie, elle est de plus en plus uniforme. Tu sais, avant, on avait une culture japonaise, une culture chinoise, une culture québécoise, canadienne, américaine. Mais maintenant, quand je dis maintenant, là, c'est depuis probablement les années 1950, le fait que l'invention de la télévision, de la radio, Internet, fait en sorte que la culture, elle est uniformisée. OK? Et c'est ça que ça veut dire, uniformisation de la culture. Puis je trouve que la phrase, elle est magnifique. Donc, de Tokyo à Amsterdam, de Buenos Aires à Casablanca, on retrouve de plus en plus les mêmes vêtements, les mêmes films, les mêmes chansons, les mêmes restaurants, les mêmes voitures.
Donc, on est plus maintenant une culture mondiale. Il y a encore des spécificités, je suis d'accord avec vous, mais par exemple, la culture américaine est une culture qui est très, très mondialisée. Si on était en classe, là, je vous aurais posé des questions à savoir qu'est-ce que vous écoutez majoritairement, puis là, peut-être qu'il y en aurait, probablement tout ce que vous me dites, il y en aurait quelques-uns qui m'auraient sorti quelques musiques québécoises, mais pour la majeure partie d'entre vous, vous écoutez probablement de la musique américaine, vous regardez des films américains, il n'y a pas beaucoup de films québécois, de films canadiens, j'en conviens, mais on aime ça aller voir des films américains. Je dis pas que c'est mal, je veux juste dire que c'est ça qui arrive, c'est que notre culture, elle est très uniformisée. Et à un moment donné, il va falloir se poser la question de savoir jusqu'à quel point on accepte cette uniformisation de la culture-là, donc le fait qu'on soit tous pareils, ou il faut commencer à la protéger. Vous savez qu'ici au Québec, ça fait longtemps qu'on essaie de protéger la langue française, qui est une spécificité culturelle très importante en Amérique du Nord, selon moi. Puis là, je vous rentre même pas tout. Je ne veux pas rentrer dans la souveraineté, là, mais c'est quand même quelque chose qu'on réfléchit, qu'on pense. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point vous, jeunes de 17-18 ans, vous êtes vraiment touchés par ça. Premier élément de l'uniformisation de la culture, c'est l'anglais qui est la langue internationale. Alors évidemment, depuis très longtemps, depuis que vous êtes au primaire, on vous fait apprendre la langue anglaise. On vous dit que c'est très important d'apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que c'est la langue économique internationale. Donc, si tu veux voyager, si tu vas aller en Chine, ben, tu n'es pas obligé d'apprendre le mandarin. Si tu vas aller au Japon, tu n'es pas obligé d'apprendre le japonais. Tu as juste à te débrouiller en anglais, puis tu vas être capable de parler avec à peu près tout le monde sans difficulté, sans problème. On dit que c'est la langue par excellence dans le domaine économique et c'est une langue très importante. Et ça, évidemment, c'est un élément d'uniformisation qui est quand même assez exceptionnel. Par contre, faites attention parce que c'est pas la langue la plus parlée dans le monde, c'est le mandarin qui est la langue la plus parlée dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on va parler dans quelques instants, mais c'est quelque chose de très intéressant pour justement la fameuse uniformisation de cette fameuse culture. Parce que le mandarin, qui est cette langue chinoise, et les Chinois en général, la Chine, j'ai toujours dit que c'est un pays qui dort et qu'il ne faut pas trop réveiller, mais en même temps, ils sont là, ils sont présents, puis ils savent très très bien ce qu'ils font. Les Chinois, c'est un pays qui... C'est pas pour rien que Donald Trump n'arrête pas de parler du virus chinois. C'est pas pour rien que il se passe des choses un petit peu partout à travers le monde. C'est tout le temps centré autour de la Chine. Parce que la Chine commence à prendre beaucoup, beaucoup de place. Mais, au contraire des Américains qui ont toujours pris la place avec une grosse fanfare, puis en arrivant avec leurs avions, puis avec des feux d'artifice, les Chinois, eux autres, ils vont tranquillement, ils vont en dessous des couvertes quasiment. On les voit pas venir, mais ils sont là, ils sont présents et ils sont en train de placer leurs pions sur l'échiquier mondial. Tellement qu'il y a des gens qui pensent, il y a des scientifiques qui pensent qu'à la fin du 21e siècle, probablement que le mandarin et la Chine vont avoir remplacé les Américains et la langue anglaise comme langue principale sur la planète. Et vous savez qu'il y a beaucoup de films qui ont déjà d'ailleurs utilisé cette vision-là des choses, que c'est le mandarin qui va prendre la place. Parce que les Chinois, ils sont là. Regardez comment ça fonctionne. La Chine, on n'en entend pas beaucoup parler, mais tout le monde fait affaire avec la Chine. Toutes les compagnies font affaire avec la Chine, ou en tout cas avec l'Asie, mais beaucoup avec la Chine. Quand la Chine s'est fermée au mois de février, l'économie mondiale a été touchée. Regardez, cette semaine, on a appris que la vice-présidente de la compagnie Huawei qui a été accusée d'espionnage et qu'on demande d'extrader vers les États-Unis, finalement, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accepté cette extradition-là. Et vous voyez, la Chine menace le Canada de sanctions économiques, ça arrive. Les Chinois sont pas contents et ils nous menacent de sanctions et on tremble un petit peu. Fait que comprenez-vous, l'uniformisation de la culture, c'est ça. C'est que là, présentement, on a les Américains et l'Anglais qui mènent, mais les Chinois sont en train de placer leur échiquier. Puis regardez ce qui est écrit en bas, là. On dit qu'en octobre 2008,
En fait, d'ici 2020, on est en 2020, la Chine prévoit implanter à travers le monde 1000 instituts Confucius voués à la diffusion de la culture chinoise et à l'enseignement du mandarin. Fait qu'à travers le monde, on a mis en place à peu près 1000 instituts pour essayer de présenter au monde entier la culture chinoise. Ça fait pas d'éclat, mais on étend un petit peu, on s'étale un peu partout sur la planète. En octobre 2008, il y avait 292 de ces centres qui avaient déjà ouvert leurs portes dans 78 pays. Ça fait longtemps que j'ai regardé les fiches, les chiffres, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus grand que ça. On pense qu'il allait en avoir 1000, justement, avant 2020. On dit qu'à Montréal, il y a une présence d'un institut Confucius qui est à l'université de Sherbrooke. Ça fait peur, mais en même temps, je sais pas, qu'est-ce qui est mieux, je sais pas, entre les deux. On verra là, comment les choses vont évoluer, mais vous voyez qu'on parle pas nécessairement de la culture canadienne et ni de la culture québécoise dans tout ça, la langue française. Là, on est vraiment à un autre niveau. Mais quand même, dans tout ça, je pense qu'il faut protéger notre culture, parce qu'une culture, c'est ce qui nous détermine en tant qu'humains. Je pense qu'il faut accepter les cultures d'ailleurs. Il faut, je pense qu'il faut être capable de communiquer ensemble, ça c'est correct. Mais d'un autre côté, il faut quand même faire attention. Okay? Il faut quand même protéger notre culture. Justement, là, on va parler justement de cette fameuse influence des cultures étrangères. On va revenir avec cette uniformisation. Vous avez un beau petit tableau ici qui vous montre la domination de la culture états-unienne à travers le monde. Encore une fois, ça aurait été plus fun si on avait été en classe, parce que là, je vous aurais présenté directement, concrètement, des éléments de cet impérialisme culturel. Parce que là, présentement, oui, la Chine est en train de se placer, mais en grande partie, les États-Unis sont là. Puis là, on va passer ça vite, là, parce que je pense que vous comprenez le concept. Là. Mais cinéma, musique, restauration rapide, marque de vêtements, mode de consommation. Parmi les 5 chanteurs qui ont vendu le plus d'albums dans le monde, 4 sont originaires des États-Unis. On a Michael Jackson, Frank Sinatra, Elvis Presley, Bing Crosby. La 5e position, en passant, c'est les Beatles. Je ne sais pas dans quel ordre qu'ils sont exactement, là, mais c'est les Beatles. On dit qu'en 2007, le cinéma états-unien avait engrangé 26,7 milliards de dollars. En Chine, les restaurants KFC, Poulet Frit, Kentucky sont les plus populaires parmi les chaînes de restauration rapide. En 2007, il y avait 2140 restaurants KFC répartis dans 406 villes. Et puis en 2006, 21 des 100 multinationales les plus importantes au monde étaient originaires des États-Unis. Fait que c'est juste pour vous montrer à quel point les Américains, tu sais, c'est pas pour rien qu'on a peur un petit peu de Donald Trump, parce que Donald Trump représente d'une certaine façon une certaine incertitude, parce qu'on est tellement relié avec les États-Unis qu'on reconnaît pas ces États-Unis-là présentement, et c'est un petit peu déstabilisant, faut quand même l'avouer. D'autres cultures influentes, vous en avez beaucoup d'autres cultures, on pourrait en nommer. Les États-Unis, c'est un impérialisme culturel important, mais il reste quand même que ce soit le Japon, que ce soit la France, il y a beaucoup d'autres cultures qui ont un certain impact, et c'est ça qui fait toute la magnifique spécificité de notre planète, c'est d'avoir toutes ces cultures ensemble, mais qui sont contrôlées en grande partie par les Américains. Et il y a aussi, je vous dirais, une petite partie par la Chine, mais comme je vous dis, la Chine, elle est là, elle va éventuellement se soulever, mais pour l'instant, elle est présente juste à quelques endroits, mais ça s'en vient, vous allez voir. On va justement parler de cette fameuse protection des différentes cultures. C'est important parce que au Québec, moi je suis d'avis. Je sais qu'on est à Vaudreuil, à la Cité des Jeunes, on est dans une école multiculturelle avec une grande richesse. On a beaucoup d'anglophones, on a beaucoup de francophones, on a des gens qui parlent plusieurs langues. Sauf qu'on est au Québec. Et oui, je suis un grand défenseur de la langue française. Je pense, quand je dis un grand défenseur, je pense que oui, c'est important que tout le monde au Québec parle en français et qu'il faut garder cette spécificité-là qui fait de nous la province de Québec. Mais pour ça, il faut protéger notre culture, parce que c'est assez difficile de la protéger, cette culture-là, avec toutes les autres qui sont autour de nous puis qui nous tournent autour comme ça.
Alors, quels sont les éléments qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va essayer de protéger la langue. La première chose au niveau d'une culture qu'on va essayer de protéger, c'est la langue. Et là, je vous parle du Québec, là, mais à travers le monde, on dit qu'il y a 3000 langues parlées qui risquent de disparaître parce que assimilées par la langue anglaise, par les Chinois. C'est quand même beaucoup. Et oui, dans ces 3000 langues parlées, il y a beaucoup de dialectes autochtones. Je suis d'accord avec vous, vous savez que les Autochtones sont en train de se faire assimiler partout à travers le monde. Mais pour freiner ça, et le français, je ne parle pas nécessairement le français en France, ils sont quand même beaucoup, mais ici au Québec, il faut protéger ça parce que ça n'existera plus, c'est une richesse. Le québécois est une langue riche avec beaucoup de choses qu'on veut conserver. Puis je parle pas juste des sacres, là, je parle de tout. Alors pour tenter de freiner cette situation, de nombreux gouvernements adoptent des mesures concrètes pour protéger le patrimoine linguistique. On dit que le Québec, on essaie de protéger la langue française en utilisant justement, on dit protéger la langue française en utilisant plusieurs mesures afin de contrôler la transmission de cette langue de génération en génération. On a mis en place la loi 101. Ça fonctionne. On a essayé de faire la séparation, donc la souveraineté du Québec. En gros, pour protéger la langue française, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'on est capable de fonctionner ensemble, anglophones, francophones, mais tout en conservant la langue française, mais il faut continuer à respecter justement ces fameuses règles-là. Bon, j'essaie d'aller le plus vite possible. N'oubliez pas, vous prenez vos propres notes de cours. Évidemment, tout ce qui est en caractère gras, c'est des éléments qui sont peut-être un petit peu plus importants, comme de savoir que 3000 langues parlées qui risquent de disparaître dans le monde, c'est quand même intéressant. Puis on va finir aujourd'hui, c'est ça? On va finir avec ça aujourd'hui. On va finir avec le soutien à la création artistique. Un autre des éléments aussi qu'on essaie beaucoup de contrôler au niveau culturel, c'est la création artistique. Que ce soit les chanteurs, que ce soit ceux qui font des films, que ce soit les artistes de tout autre type. Il faut d'une certaine façon aider à les protéger parce qu'ils vont se faire gober complètement par cet impérialisme américain-là au niveau de la culture. Donc, il y a plusieurs appuis qui ont été donnés à la culture pour justement protéger cet aspect culturel. Parce que je vous rappelle, quel est la plus grande compagnie de streaming présentement au monde? C'est Netflix. Netflix investit énormément d'argent un peu partout à travers le monde. Et au Canada, on a quand même réussi à négocier une entente avec Netflix pour qu'ils investissent de l'argent au Canada afin de pouvoir justement conserver notre culture canadienne. Et de là est sorti un film, je ne sais pas si vous avez vu, un film québécois qui est présentement disponible sur Netflix. C'est un bon film, c'est un film un peu bizarre, là, avec des gens qui ont peur justement de l'apocalypse, là, puis qui se renferment dans une genre de bunker. En tout cas, vous irez voir, je me souviens plus c'est quoi le titre exactement, mais ce film-là existe grâce à ce soutien à la création artistique. Donc une compagnie américaine qui, pour pouvoir continuer à avoir certains avantages au Canada, bien, le Canada a demandé de justement forcer Netflix à investir l'argent directement au Canada. Fait que ça, c'est une façon de faire ça. Il y a aussi le CRTC, hein, le Conseil de la radiodiffusion des télécommunications du Canada, qui tente d'une certaine façon de protéger également certaines règles, surtout par exemple à la radio. Donc à la radio, vous ne le savez peut-être pas, mais au Québec, il y a une obligation de passer de la musique francophone, par exemple, que ce soit dans les postes en anglais ou des postes en français. Il y a dans les postes francophones comme C'est quoi, par exemple, ils doivent passer, si ma mémoire est bonne, je me souviens plus exactement des chiffres, mais disons 60% de contenu francophone et 40% de contenu anglophone. Ça, c'est le CRTC qui leur impose ça. Le CRTC va imposer aussi beaucoup d'autres choses, comme par exemple, pendant le Super Bowl, pas le droit de regarder les publicités américaines. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger les compagnies canadiennes qui, eux autres, vont passer des publicités pendant le Super Bowl. Fait que plutôt que les gens regardent des publicités américaines, ben, le CRTC force les télédiffuseurs à ne pas prendre en fait, de transformer le feed, les ondes des postes américains pour mettre le poste canadien qui présente le match du Super Bowl pour qu'on puisse voir justement ces fameuses publicités canadiennes-là. Donc, le CRTC existe pour justement protéger cette création artistique afin d'aider notre culture à pouvoir passer à travers cet impérialisme américain-là. Il y a certaines... Bon, on va finir avec ça aujourd'hui. Je vais vous dire que avec la mobilisation, les Américains sont
très fâchés de cette situation-là. Ils ont demandé d'ailleurs à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de légiférer là-dessus, parce que les autres, ils disent que en vertu du libre-échange, en théorie, on ne devrait pas protéger notre culture comme ça, parce que ça va à l'encontre des lois du libre-échange. On s'entend-tu qu'on s'en sacre un petit peu, parce que les Américains contrôlent pas mal toute la culture mondiale. On dit que certains, notamment les États-Unis, estiment que les subventions accordées par les gouvernements aux industries cinématographiques, télévisuelles, musicales, éditoriales ou théâtrales vont à l'encontre du libre-échange. Hey, come on. Je pense que les Américains, ils veulent contrôler le monde à leur façon. Je dirais que les Américains ne veulent peut-être pas contrôler le monde au niveau politique, ils veulent le contrôler au niveau culturel. Vous savez que c'est ça que j'aurais dû vous dire plus tôt, c'est que la culture, des fois, c'est une excellente façon de contrôler la planète. Plutôt que de le contrôler par la force, on essaie de changer les mentalités des gens pour faire accepter la culture d'un certain pays. Et c'est comme ça qu'on va réussir à dominer la planète. Bon, voilà. Fait qu'il nous reste encore une petite partie qu'on va faire ensemble lors du prochain cours. Donc, il nous reste... Le prochain cours sera vraiment pas long. Je vais vous parler justement de l'UNESCO et de la préservation du patrimoine. Ça sera pas très long. Fait que voilà, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié cette présentation-là. Vous voyez que j'ai les cheveux courts. Je suis même pas allé chez le coiffeur. C'est ma blonde qui a réussi à faire cette magnifique coiffure-là. Ça va repousser pour l'automne, je vais être correct. Je vais redevenir ce prof d'histoire qui a vraiment l'air d'un prof d'histoire avec une grosse barbe et des gros cheveux. Alors, merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de mettre des petits pouces vers le haut, ça me fait juste plaisir. Laissez-moi des commentaires. Ça peut être des questions, mais ça peut être juste les appréciations. Si vous avez des commentaires à faire concernant l'actualité, par exemple, s'il y a des choses que vous voulez dire par rapport à ça, ça va me faire super plaisir. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Je vois que juste cette partie d'enregistrement-là, c'est 22 minutes. Puis probablement que je vais rajouter bon, ça va peut-être être encore une petite vidéo qui va avoir duré une trentaine de minutes, mais comme vous savez, dans les timestamps, je dis ça à la fin, ça donne rien, mais en tout cas, si vous voulez passer une partie, il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup. On se revoit bientôt pendant que ma caméra se défocus. Voilà. Hey, bye bye. Bonne journée. Profitez du beau temps s'il fait beau. Puis, lâchez pas. C'est presque fini.